Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième conférence organisée par la France Insoumise en Amérique du Nord. Nous avons aujourd'hui le grand honneur de recevoir Madame Solange Lefebvre pour une conférence sur le thème de la laïcité et qui est intitulée Grandeur et misère au pluriel de la laïcité dans les réseaux francophones. Alors, cette conférence est retransmise en direct sur nos réseaux sociaux, le premier étant Facebook. Nous vous invitons évidemment à la partager. Merci à tout le monde d'être présent ce samedi ensoleillé. Et surtout, merci à vous, Solange Lefebvre, encore une fois, de nous faire l'honneur de votre présence. Alors, cette conférence, elle s'inscrit un peu dans le cadre d'un cycle de conférences que nous avons commencé au mois de janvier et qui se donne pour but d'analyser la manière, enfin la façon dont les urgences sociales, écologiques et démocratiques sont liées. C'est un peu la façon dont on a voulu approcher les thèmes de ces conférences. Alors, quelques considérations techniques pour s'assurer là de préserver la bande passante sur Zoom. Les caméras et les micros des participants sont fermés. La conférence est, comme je l'ai dit, retransmise sur Facebook et elle pourra être accessible par la suite. La conférence se passera en deux étapes. Il y aura une première étape qui est plutôt de conférence uniquement par vous, Solange Lefebvre, pour une durée d'environ 45 minutes. Et ensuite, il y aura une période de questions qui sera modérée par Madame Catherine Benoît, qui est membre du groupe d'appui de la France Insoumise à New York et professeur à l'Université du Connecticut. Alors, pour cette période de questions, on vous invite évidemment à nous écrire sur le chat vos questions. On va les retransmettre par la suite et comme d'habitude, à les écrire sur Facebook, puis évidemment, elles seront retransmises. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Catherine Benoît pour une introduction. Merci. Merci Thibault. Bonjour Solange Lefebvre. Nous sommes extrêmement honorés, nous le sommes tous, vous voyez, que vous ayez accepté d'intervenir dans le cycle de conférences de la France Insoumise d'Amérique du Nord. Solange Lefebvre, vous êtes professeure à l'Université de Montréal, où vous êtes titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse. Après avoir été directrice du Centre d'études des religions dans cette université de 2000 à 2008, vous avez créé le Centre d'études des religions et des spiritualités. Vous êtes connu au Québec et internationalement pour suivre et analyser les débats sur la laïcité, la sécularisation et l'identité religieuse dans plusieurs pays francophones et anglo-saxons. Débats que vous abordez, entre autres, en vous intéressant aux travaux de plusieurs commissions nationales sur ces questions. Vous avez d'ailleurs été membre du comité conseil de la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles 2007-2008, connue aussi sous le nom de commission Bouchard-Taylor. Vous êtes une auteure prolifique, vous avez abondamment publié sur ces questions en tant qu'auteure individuelle ou directrice d'ouvrages collectifs. Parmi les ouvrages collectifs, je citerai seulement les plus récents, parmi lesquels on compte Les religions sur la scène mondiale en 2010, De l'exigeante conciliation entre le soi, l'autre et le nous 2014, Religion in the Public Sphere 2014, Catholicisme et culture, Regard croisé Québec-France 2015. Vous êtes une comparatiste, donc vous allez nous parler de la situation dans plusieurs pays. Public Commissions on Cultural and Religious Diversity 2017 et 10 ans plus tard, la commission Bouchard-Taylor, succès ou échec. Votre conférence est intitulée « Grandeur et misère de la laïcité dans les réseaux francophones ». Vous nous avez proposé d'y aborder l'émergence du concept de laïcité, sa circulation et les différentes définitions et applications qu'il en est fait dans les espaces francophones. On n'entend pas la même chose par laïcité que l'on soit en France, au Québec ou ailleurs. Vous nous parlerez aussi du contexte particulier post-septembre 2001 et de la fixation du débat sur l'identité nationale et les symboles religieux. Solange Lefebvre, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Madame Catherine Benoît, merci Thibault Frelich d'avoir introduit aussi la rencontre et Madame Laurence Deschassés. Je sais qu'ils ont organisé ce réseau. Bonjour mes cousins, cousines, mes grands. Et je me suis vêtue de bleu en tant que Québécoise et
comme disait le rapport Bouchard-Taylor, parce qu'on s'interrogeait sur la manière de désigner les appartenances, et je serais une Québécoise d'origine canadienne-française. Voilà ce que je suis. Donc, merci pour cette invitation. Alors, je vais tout de suite partager, si c'est possible, mon écran, parce que je vais aborder plusieurs petits points. Je compte parler 45 minutes, j'espère pas plus, parce que je voudrais bien qu'on puisse discuter. Évidemment, c'est un sujet très vaste que la laïcité, et je vais un petit peu vous donner les faits saillants qui sont tirés de résultats de mes recherches des dernières années. C'est une chance énorme, vous savez, que de pouvoir faire des recherches sur des sujets comme ceux-là dans plusieurs pays. Alors, c'est fascinant, vous verrez, je vais vous dire un petit peu où j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé. Alors, je ne ferai pas un relevé détaillé de l'usage du terme de laïcité dans tous les contextes, ce serait trop long, mais vous allez voir, j'ai opté pour une approche et j'espère qu'elle vous conviendra. Alors, c'est la chaire de recherche et voici, je pense qu'il serait intéressant pour vous de voir un peu sur quoi j'ai travaillé. Comme le disait Mme Benoît, j'ai travaillé sur le numéro 1 sur des commissions québécoises. Et j'étais impliquée comme experte et c'est ce qui a attiré mon attention sur toutes ces commissions qui se faisaient un peu partout, en France, en Belgique, et j'en ai découvert ensuite ailleurs, des commissions gouvernementales de plusieurs types qui répondaient à des questions qui soulevaient des débats assez houleux ou en tout cas émotifs. Hein, et la commission gouvernementale est un moyen d'endiguer des débats très émotifs, de lancer une large consultation et d'arriver à certaines recommandations. Alors, j'ai regardé ça depuis les années 2000 en quelque sorte. Et j'ai comparé dans le deuxième projet, je me suis concentrée au Québec d'abord et en découvrant d'autres commissions, j'ai élargi la comparaison à la France, à la Belgique, à la Grande-Bretagne. Puis ensuite, j'ai fait partie d'un projet international parce que vous savez, la diversité religieuse, c'est un sujet à la mode. Il est débattu en France, mais il est débattu partout, partout. Je dirais qu'il a pris, c'est une vague de fond qui s'est enflée, surtout dans les années 2000 et dans plusieurs pays à la fois. Il y a des controverses similaires, mais il y a aussi des contextes tout à fait différents. On y reviendra avec quelques exemples. Alors, j'ai travaillé avec une équipe de 35 chercheurs, Norvège, Suède, Angleterre, Australie, États-Unis. Je ne dis pas tout ça pour vous savez, jeter de la poudre aux yeux, mais c'est simplement pour dire que le sujet a été chaud dans plusieurs pays du monde et il l'est beaucoup en Asie aussi. Hein. Dans un de mes livres, j'ai ajouté même des perspectives sur la Nouvelle-Zélande, sur Singapour. On voit en Chine présentement avec les Ouïghours, à quel point le débat de la diversité religieuse est présent là-bas aussi, avec le Tibet. Donc, il y a peu de pays qui échappent aux controverses et aux débats au sujet de la diversité religieuse. Mais malheureusement, je n'ai pas pu travailler sur tous ces pays. Alors, actuellement, j'ai un projet, et tout en vous parlant de ces projets, je vous explique un peu les questions qui émergent sur ce qu'on appelle les personnes se disant sans religion. Alors, au Canada, contrairement à la France, nous tenons des statistiques qui tiennent compte des appartenances ethniques et religieuses, ce qui est un peu tabou en France. Hein. Ça dépend pour quel chercheur. Il y en a qui aimeraient bien avoir des données similaires, mais ce sont des questions plus difficiles à poser en France. Au Canada, comme en Grande-Bretagne et dans d'autres pays du monde, les grandes statistiques nationales posent ces questions-là. Et nous constatons que le groupe le plus en augmentation au Canada, c'est le groupe des personnes se disant sans religion. Il est loin d'être majoritaire, mais il est présent comme dans d'autres pays du monde et j'ai un projet présentement qui se penche sur ce sujet. Ça fait partie de la diversité religieuse, évidemment. Alors, j'ai 2 projets sous mandat ministériel et vous comprendrez pourquoi je vous les nomme, sur la radicalisation, qui est un sujet malheureusement d'actualité en France aussi, et sur la religion en prison. J'ai une collègue et amie, Céline Béraud, qui a écrit en France un livre très, très connu. C'est un débat extrêmement chaud en France, la religion en prison.
Et elle m'expliquait, comme son livre le dit, que c'est un lieu, semble-t-il, et c'est le cas dans d'autres pays. C'est le cas ici. Je vais remettre mes résultats bientôt au ministère de la Sécurité publique. C'est un lieu, dit-on, de laïcité apaisée. Hein, la prison, pour toutes sortes de raisons. On n'aura pas le temps d'y entrer, mais je vous le dis au fur et à mesure. Alors voilà mes 3 petits points dans les minutes qui vont suivre, comme l'expliquait Mme Benoît, l'émergence du concept de laïcité, les mentalités différentes. C'est un débat très polarisé, le débat autour de la laïcité, et c'est bon pour un moment de suspendre, si vous voulez, sa posture pour regarder à quel point nos opinions et nos postures originent, certes, oui, d'opinions très réfléchies, hein, intellectuellement, même en tirant des conclusions même de notre expérience, mais aussi d'histoire et de culture différenciées. C'est assez passionnant de constater cela, à quel point les histoires nationales, les groupes auxquels on appartient, les traditions intellectuelles et politiques auxquelles on appartient peuvent marquer nos postures sur ces questions polarisantes. Quelques résultats comparatifs et enfin, je terminerai par le Québec pour vous expliquer un peu comment la laïcité en est venue à émerger dans nos débats. Alors, je vous rappelle simplement que le mot laïcité, on en débat très récemment, y compris en France, parce que la fameuse loi de 1905 n'incluait même pas le mot. On le sait à présent, vous le savez, mais je tenais à le rappeler. En France, années 70-80, le débat a été mis à l'ordre du jour à cause des minorités musulmanes. Alors, il est évident que l'islam est intimement lié à l'explosion des débats sur la diversité religieuse en plusieurs pays, mais dans plusieurs autres pays, ces débats peuvent être liés à d'autres dynamiques socio-religieuses. Hein, mais c'est vrai que la question musulmane domine dans plusieurs pays. On y reviendra tout à l'heure. Et le renouveau islamique, eh bien, c'est le nom qu'on donnait au tout début au nouveau mouvement qui revalorisait, par exemple, le port de symboles religieux, dont le fameux foulard qui vous passionne tellement en France. Et nous aussi, je dois le dire, nous n'échappons pas à ces débats parce que nous sommes influencés par les débats français notamment, parce que nous avons beaucoup de connivence intellectuelle et de communication avec votre grand pays. Alors, il était à peu près inconnu, ce mot, au Québec. Je le sais parce que je l'ai suivi de très, très près. J'étais passionnée, moi, par les écrits de Jean Bobéro dans les années 90, étudiante. Et sur la scène publique, un peu dans certains livres, c'était présent, mais ce n'était jamais objet de débat. 2008, eh bien, c'est la date de la commission Bouchard-Taylor. J'étais à la table avec Gérard Bouchard et Charles Taylor. J'avais même discuté avec eux de la pertinence d'utiliser ce mot. Je savais qu'il suscitait beaucoup de polarisation. On n'était pas certains, mais eux ont décidé d'en faire un pilier de la discussion au Québec et c'est là que le mot laïcité est devenu partie prenante du débat public au Québec. C'est donc très, très récent. Vous savez qu'au niveau constitutionnel, parce que c'est de ça qu'on parle, vous savez qu'il y a une distinction sur la laïcité. Il y a ce qu'on appelle la laïcité narrative et la laïcité formelle ou politique. Quand tout le monde se met à discuter de laïcité, on parle de laïcité narrative, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires de laïcité, on prend des positions sur la laïcité, alors que la laïcité plus formelle ou politique, eh bien, c'est la laïcité normative, juridique, politique. Vous le savez, en France, le mot a été consacré dans la Constitution dans les années 50, sous forme d'adjectif, hein, la République laïque indivisible. Alors, dans les constitutions du monde, on trouve assez peu le terme de laïcité. Au Mexique, c'est un cas patent et qui date de plusieurs décennies. Quelques pays africains. Le Québec, ça dépend. Le Québec n'a pas de constitution, mais en tout cas, ça ne fait pas partie de la constitution canadienne. Mais on reviendra tout à l'heure sur les projets de loi où il y a une sorte d'hésitation selon les tendances politiques entre préférer le mot laïcité ou préférer le mot neutralité. Et ce n'est pas indifférent, hein, c'est relié à quelques enjeux. Ce qui est plus généralisé, et c'est une idée importante ici, plus que la laïcité, ce qui permet davantage
je dirais, je viens d'admettre quelqu'un parce qu'on m'a nommée animatrice, je crois. Je m'excuse si j'ai tardé à le faire. Ce qui est plus généralisé, c'est ce qu'on appelle le régime de séparation. Alors, séparation entre religion et État. Ça peut être un régime de séparation simple, où le pouvoir législatif est différent du pouvoir religieux, mais ça peut être beaucoup plus étendu. Ça ne veut pas dire que la religion n'est pas articulée au pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines religions plus reconnues que d'autres, surtout les religions historiques, mais elles sont reconnues à divers niveaux de la vie. Je m'amuse souvent avec mes étudiants à nommer les niveaux de la société où il y a interaction avec le religieux. À première vue, les gens ne voient pas grand-chose, surtout dans les sociétés sécularisées où il n'y a plus de régime de proximité avec une religion. Mais plus on regarde, plus on en trouve, et souvent on aboutit à une liste de plus de 40 lieux sociaux, culturels, politiques, économiques où il y a des interactions avec le religieux, notamment le patrimoine religieux, notamment, je nommais tout à l'heure la prison. Le religieux en prison a un rôle historique dans tous les pays d'Occident d'héritage chrétien, et dans le milieu de la santé, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas ici pour reprendre mon cours, mais j'évoque avec vous qu'il est utile de penser en termes de régime de séparation et d'essayer de voir où il y a interaction, où il ne devrait pas y avoir interaction, pour réfléchir sur ces régimes de séparation. Alors, et ça progresse et c'est évolutif, bien entendu. Alors, maintenant, je n'arrive pas à... Voilà. Le mot laïcité aussi est difficilement traduisible. J'ai plusieurs collègues anglophones qui l'utilisent en français parce que pour eux, ça ne se traduit pas, c'est assez unique à l'ère francophone. Il y a tout un débat là-dessus et on préfère en anglais de secularity. Même aux États-Unis, parfois, on entend en langue française, on dit « Ah, les États-Unis sont laïques ». Pas tout à fait. C'est une république où il y a un régime de séparation, mais qui est totalement différent du régime de laïcité à la française. Très brièvement, par exemple, mais c'est de Tocqueville, votre grand auteur qui l'a vu et puis qui demeure très d'actualité par ses écrits sur les États-Unis. La religion est vue comme contribuant à la liberté aux États-Unis. Et les groupes religieux sont très jaloux de leur autonomie et de leur indépendance. Alors, c'est une dynamique totalement différente qu'on trouve aux États-Unis. En amont des différents régimes de séparation, il y a des dynamiques historiques, comme je le disais tout à l'heure, culturelles et des mentalités complexes. Alors ça m'a toujours passionnée. Moi, il y a toujours deux choses qui m'ont passionnée. Les mentalités derrière les conceptions des régimes de séparation, que ce soit nommé en termes de laïcité ou d'autres termes, et comment ça fonctionne. Vous savez, au Québec, quand on s'est mis à parler de laïcité, on était toujours très surpris de découvrir, par exemple, le fonctionnement de la laïcité française, le financement des édifices religieux, par exemple. Vous savez que ça n'est pas financé au Canada, les édifices religieux. Il peut y avoir des aides indirectes par les exemptions d'impôts, mais ou par l'aide à la rénovation de ce qui est reconnu comme patrimoine. Au Québec, on le fait, mais ce n'est pas comparable au financement, par exemple, des œuvres d'art extraordinaires qu'on trouve dans certains lieux de culte en France grâce aux subventions de l'État. Alors, et en Angleterre, ça c'est un grand paradoxe. En Grande-Bretagne, on parle un peu de la monarchie britannique depuis quelques semaines autour du cas de Harry et Meghan, et ça nous ramène ce modèle très particulier de l'Angleterre où il y a une église établie, l'église anglicane, avec une reconnaissance d'une trentaine de cultes différents dans certains événements publics, avec certains rôles différenciés. Malgré tout, le patrimoine religieux n'est pas du tout financé par l'État britannique. Voyez-vous, c'est intéressant de regarder le fonctionnement d'un régime de séparation. Il peut y avoir une grosse affirmation de laïcité
qui nous amène à dire, ah ben oui, en France, c'est totalement séparé, ces histoires. Mais non, il y a encore des interactions, il y a encore certaines reconnaissances. Et puis, dans un régime qui, lui, se dit officiellement lié à une religion, comme l'Angleterre, on trouve moins d'aide de l'État à certains niveaux. Alors, ce n'est pas évident à comprendre, et puis c'est intéressant de voir comment cette machine de la séparation fonctionne dans divers contextes nationaux. Alors, des exemples de la singularité des contextes. Alors, moi, vous savez, vous avez un gros débat là, depuis l'assassinat très malheureux de cet enseignant. Hein. C'est reparti. C'est très traumatisant vivre ce type d'événement. Je vous offre toutes mes sympathies. C'est très difficile de vivre cette violence. Hein, et ça a des impacts symboliques parce que ce n'est pas une violence ordinaire. C'est une violence qui est pleine de sens, grevée de toutes sortes de choses. Alors, ça fait mal, hein, nationalement, ce type d'assassinat. Et ça a relancé un autre débat sur la laïcité en France avec la loi sur le séparatisme. Moi, je me garderais bien de me mêler de vos débats parce que c'est très différent du Canada. Voyez les différences rapidement. Il y a une dynamique migratoire musulmane qui est très spécifique en France en lien avec l'histoire coloniale. C'est tout à fait unique. Au Canada, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a une histoire de migration très progressive, premièrement. Hein? Des vagues successives de migrants de différentes origines, ce qui crée un certain melting pot, hein, comme on dit. Ce terme est difficile à traduire, en tout cas un mélange, une dynamique du mélange, hein, plutôt que de l'insistance sur un groupe plutôt qu'un autre. Très pluriel. Et on est très exigeant au niveau des conditions d'admission des immigrés. Ça prend un très haut niveau d'éducation, ça prend des qualifications professionnelles et de plus en plus, on insiste sur le besoin de telle ou telle main-d'œuvre. Ça prend des capitaux. Évidemment, le statut de réfugié est très particulier, mais on limite le nombre de réfugiés. Puis, il y a certains critères aussi qui sont plus ou moins implicites ou explicites. Et évidemment, il y a la question très sensible des premiers peuples chez nous, des Premières Nations, mais c'est un tout autre contexte que le contexte colonial français. Alors, ça crée au Canada une sorte de pluralisme de fait. Moi, je vis dans un quartier où je côtoie certainement une cinquantaine d'origines différentes. Les gens parlent 2, 3, 4 ou 5 langues. Et très particulier aussi au Canada, il y a une très grande prospérité souvent des minorités, des migrants de première ou deuxième génération. Hein? On ne peut pas faire équivaloir pauvreté, non-intégration et migration au Canada. C'est parfois le cas, mais parce qu'on sélectionne des migrants très qualifiés avec des capitaux, ça crée une prospérité de la migration qui est tout à fait remarquable. Alors, en France aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans le cours de mes contacts avec des Français, des Françaises, soit des universitaires, mais pas seulement des universitaires. C'est ce rapport très, très particulier que vous avez avec la visibilité religieuse. Très, très particulier. Et je relisais des textes du début du 20e siècle où on parlait, par exemple, avec une certaine moquerie des soutanes qu'on voyait, une sorte de rapport ambivalent avec le symbole religieux ou l'habit religieux. Et ça date, hein, ce rapport à la visibilité, il s'est inscrit dans l'histoire et la culture française tout au long des décennies, même depuis la modernité, hein, depuis la Révolution française, avec même peut-être depuis les fameux événements sanglants sous la reine Margot, avec la reine Margot, les guerres protestants, catholiques et tout. Donc, il y a une sorte d'histoire très particulière. Et de manière anecdotique, j'avais une collègue invitée à Montréal dans un de mes cours qui venait de France et qui nous présentait un diaporama et très ouverte au religieux par ailleurs. Hein, elle travaillait sur le religieux. Et là, elle nous montre des images et elle nous montre des moines bouddhistes avec leur toge
qui sont devant un temple bouddhiste en France, puis elle nous dit « Oh, vous savez, je sais que ça peut paraître étrange de voir ces personnes avec leurs habits religieux. » Et là, on lui a dit « Ben non, c'est pas du tout étrange. Hein. » Et on a discuté un peu de notre rapport réciproque à la visibilité religieuse qui n'est pas le même. Hein. Par ailleurs, il y a des influences de plus en plus grandes de la France. On y reviendra tout à l'heure là-dessus, où on a développé, nous aussi, une certaine anxiété par rapport aux symboles religieux. Donc, en France, il y a cette visibilité religieuse qui a toute une histoire. Et au Canada, il y a une dynamique influencée par 3 grandes puissances. Hein. Ça, c'est intéressant. Le Québec, c'est un laboratoire qui est influencé à la fois par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et par la France. Alors, on est toujours, vous allez voir, quand je vais terminer sur laïcité ou neutralité, on est dans cette double influence de manière tout à fait évidente. Et puis, et les États-Unis, évidemment, qui sont nos voisins. En plus des communautés diverses, qui, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs sont extrêmement prospères. On a une communauté juive qui a fondé ces institutions tout au long du 20e siècle. On a plusieurs minorités comme les Sikhs qui s'affirment de plus en plus en politique. On les voit par leur turban. Les hindous, écoutez, il y a des dizaines et des dizaines de minorités, soit qui se caractérisent de manière plus ou moins ethnique, religieuse au Canada, et qui font leur marque sur notre destin national. Ça, c'est très connu. C'est un Britannique qui a instauré cette distinction qui est classique finalement. C'est-à-dire qu'il y a des ethos différents. Hein. Un ethos, c'est ce qui nous précède. Hein. C'est une sorte de climat dans lequel on est, on baigne et qui informe finalement nos manières de voir. Pas totalement, parce qu'on a aussi des choix intellectuels, des choix politiques dans notre vie, dans notre existence, mais cet ethos nous marque. Hein. Alors, il serait reconnu, c'est David Martin qui a proposé cette distinction-là, que dans les pays catholiques, on aurait tendance à avoir un ethos laïque concurrent. Parce que le catholicisme est une religion qui a une sorte d'ambition de totalité, hein, d'informer toute la société, hein, la chrétienté, hein, l'idéal de chrétienté qui était porté par le catholicisme. Et en réaction, dans la modernité, les sociétés ont essayé de s'émanciper de cette tutelle, et c'est comme si on avait créé 2 ethos concurrents, catholiques ou laïques, dans ces extrêmes. C'est intéressant ça. Alors que les pays protestants ou mixtes, à la fois catholiques et protestants, pensons à l'Allemagne, pensons à l'Angleterre, on peut penser aussi à leur manière aux pays scandinaves, hein, qui sont très marqués par le luthéranisme, eh bien, on est dans des traditions pluralistes de diversité où il n'y a personne qui a le pouvoir totalement. Hein. Il y a plusieurs religions qui se partagent les choses et on n'est pas dans la même dynamique culturelle, sociale et politique. Alors, ça crée un rapport à la diversité qui est différent. De manière générale, ça, c'est une autre caractéristique, et ça peut caractériser pas mal de pays marqués par l'héritage chrétien. Le christianisme, il produit un rapport plus intériorisé aux religieux, où on valorise moins les pratiques, hein, surtout à l'époque actuelle. Hein. C'est une sorte de ce qu'on appelle la protestantisation du christianisme, où notre conception de la religion est devenue de plus en plus intériorisée, moins attachée aux symboles et aux pratiques extérieures. Et ça peut marquer notre manière de voir d'autres religions pour qui faire, c'est croire, hein, ce qu'on appelle une orthopraxie. Alors ça, c'est une distinction bien intéressante. On n'a pas le temps de l'approfondir, mais croire, pour certaines culture religieuse, croire, c'est faire. Alors que pour les pays d'héritage chrétien, les personnes d'héritage chrétien, croire, c'est avoir une sorte de conviction. D'ailleurs, l'athéisme, c'est une conviction qui est née dans un climat où l'orthodoxie était très importante. Hein? Nier Dieu. Hein? Donc, le débat était beaucoup autour de l'objet du croire. Hein? On était moins dans le faire que dans l'orthodoxie que l'on conteste. Alors, il faut prendre conscience de ce que le christianisme a généré au cours des siècles dans les cultures chrétiennes.
mais ça s'est évidemment combiné à d'autres facteurs. Et le rapport aux symboles religieux varie d'un contexte à l'autre. Une anecdote à ce sujet, j'ai une collègue britannique qui est très connue, Linda Woodhead. Elle a fait beaucoup de recherches sur la diversité religieuse et j'ai discuté avec elle, tu sais, par-delà les explications scientifiques. Je dis, Linda, comment se fait-il que le Royaume-Uni soit moins sensible aux symboles religieux extérieurs? Puis elle me dit, tu sais, elle dit, c'est sûr qu'on peut commenter longtemps ce sujet, mais certainement, nous avons l'habitude de la diversité symbolique. Regardez les Écossais, le pays de Wales, hein, ensuite les Irlandais, même la monarchie britannique avec toutes ces symboliques tout à fait fastueuses. Ils ont l'habitude de porter des symboles, hein, des ornements dans leurs cérémonies, et ces symboles sont très différents d'une culture à l'autre. Alors peut-être que ça a formé une sorte d'éthos plus familier des symboles extérieurs, hein, qui marquent une sorte de célébration de la différence culturelle. Alors, c'était une explication qu'elle m'a confiée comme cela, puis je voulais vous la partager parce que j'essaie moi-même parfois de comprendre pourquoi les uns et les autres, on est plus sensibles aux symboles religieux extérieurs. Hein. Pourquoi cette sensibilité en France à la visibilité religieuse? Encore qu'on dit, ça dépend laquelle. Hein. Il y a des aspects visibles de la religion qui dérangent plus que d'autres. Hein. Certains sont devenus tellement familiers qu'on ne les voit plus. Alors ça, c'est une autre question. Voyez-vous comment on peut s'interroger sur cette diversité religieuse, notre propre rapport à la diversité religieuse de plusieurs manières. Les problèmes de radicalisation, c'est important de l'aborder à cause des événements que vous venez de vivre en France et que vous avez vécu trop souvent, hein, je dois le dire. Vous savez comment on était très sensible ici à ce qui vous arrivait, notamment avec Charlie Hebdo. C'est très douloureux. Il y a des très petits nombres de radicalisés au Canada. Quand j'ai commencé mon enquête sur la radicalisation, il y a 3 ans à peu près, je l'ai terminée, là, tout de suite, on m'a dit au début, Madame Lefebvre, il faut qu'on vous dise, ça ne sera pas facile pour vous d'enquêter sur les radicalisés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis tout de suite après, je suis allée à Nîmes, où il y avait un colloque avec le CNRS. Puis là, j'ai parlé avec beaucoup de collègues. Et là, on parlait publiquement de 10 000 fichés, comme on dit. Hein, donc, des individus potentiellement radicalisés. On sait qu'à présent, je crois que les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 15 000. En fait, chez nous, on n'a pas l'équivalent. Et surtout, les motifs idéologiques sont beaucoup plus diversifiés au Canada. Si je vous demandais quel est l'attentat terroriste le plus meurtrier au Canada, sauriez-vous me le dire? Ben, je vais vous le dire tout de suite. C'est l'explosion de Air India en 1985. Ce serait sans doute le résultat, mais ça n'a jamais été prouvé. La GRC n'a pas abouti dans son enquête, la Gendarmerie royale du Canada. C'était sans doute lié aux tensions énormes qu'il y avait à l'époque entre les Sikhs et les Hindous et les Indiens. Alors, voyez-vous, notre mémoire canadienne n'est pas seulement marquée au 20e siècle et 21e siècle par des attentats islamistes. Loin de là, d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent en France, curieusement. Un des pires attentats des dernières années, c'est au Québec, c'est dans la ville de Québec, c'est l'assassinat de musulmans par un jeune extrémiste, sans doute d'extrême droite. Alors, donc, voyez-vous, on n'est pas dans le même contexte. Hein? Et ensuite, cela dit, l'anxiété à l'égard de l'islamisme est commun. Parce qu'il y a des événements terroristes islamistes qui ont frappé l'imaginaire de manière transnationale. Et je dois vous dire qu'au Québec, on peut dire qu'il y a un avant et il y a un après septembre 2001. Vous avez eu en Europe des attentats terroristes qui ont marqué votre mémoire à différentes dates. Ça a été aussi le cas en Grande-Bretagne. Il y en a eu dans plusieurs pays. La France,
l'a expérimenté trop souvent, bien entendu. Mais nous, lorsque les attentats se sont produits à New York en 2001, il y a eu un basculement incroyable dans le rapport aux religieux qui s'est produit. Je l'ai vu comme experte, parce qu'avant 2001, je me battais toujours dans les médias quand on m'invitait pour sortir un peu le propos d'une certaine mollesse. Ah, toutes les religions sont bonnes, l'amour du prochain, c'est le même Dieu, vous savez. Après 2001, c'est toujours essayer de dire oui, il y a de la violence religieuse, mais ça dépend dans quel contexte, vous savez. Alors, c'est tous ces événements terroristes, et je pense que c'était le but des terroristes, c'était de générer cette anxiété à l'égard de l'islamisme. Alors, chez nous, dans mon enquête sur la radicalisation, la préoccupation a commencé parce que c'était le ministère de l'Immigration qui mandatait mon équipe pour faire ce projet sur la radicalisation. Au début, c'était la guerre en Syrie, qui a produit autour de 200 départs au Canada. Vous avez eu le problème de manière plus ample en France, mais ici, il y a eu quand même plusieurs dizaines de jeunes qui sont partis en Syrie. Et là, des familles nous ont dit que peut-on faire pour prévenir tout ça. Mais pendant qu'on faisait le projet, en 2016, 2017, 2018, et puis ça s'est terminé il y a quelques mois, eh bien, c'est l'extrême droite qui a commencé chez nous à s'affirmer. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. Ça ne fait que confirmer cette vague qui s'affirmait de plus en plus comme en réponse à l'islamisme, en quelque sorte. Hein. Mais pas seulement à l'islamisme. Hein. Il y a du suprémacisme blanc, il y a de l'anti-immigration, mais il y a aussi de l'antiféminisme. Il y a beaucoup de choses dans ces mouvements-là qui sont des nébuleuses. Et la grande différence, c'est qu'on n'a pas de parti officiel d'extrême droite comme en Europe, aux États-Unis ou au Canada, qui canalise ces franges extrêmes. Hein. Ça crée des différences complexes. Très rapidement, parce que je sais que dans la loi sur le séparatisme, il est question de contrôler les discours haineux dans les médias sociaux. Très bonne idée. Vous savez qu'il faut que ce soit une priorité. C'est incroyable, ces flots de haine sur les médias sociaux. Nous, on a fait enquête sur les profils radicalisés, les médias, et on avait des antennes en Europe et au Maroc aussi. Et ce qu'ils ont en commun, c'est de ne pas faire confiance aux médias de masse, et c'est de fréquenter beaucoup les médias sociaux avec des effets sur certains individus d'accélération de la radicalisation. Alors, mais il n'y a pas que le en ligne qui compte, il y a aussi le hors ligne. Et puis déjà, avant qu'explosent les tendances anti-vaccins durant la pandémie, avec toutes sortes de complotisme là, dont on entend beaucoup parler, nous, on avait constaté, même avant que tout ça soit visible, que c'était vraiment ce qui animait beaucoup d'extrémisme islamiste et de droite, d'extrême droite. Alors, je me dirige vers la fin de l'exposé simplement pour un petit peu évoquer une autre différence, c'est les droits de la personne, la manière dont ils sont compris en Amérique du Nord. L'accommodement raisonnable est lié à cette dynamique des droits. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. C'est tout de même équilibré. Dans la sphère publique, les grands débats qui ont amené à la commission Bouchard-Taylor ont fait voir des excès ou des mécompréhensions des accommodements raisonnables. Il y a eu des idioties, il y a eu des maladresses, mais depuis, on en parle beaucoup moins. Alors, je crois que ça exprime le fait que les milieux ont quand même tempéré et fini par bien comprendre qu'on ne pouvait pas les accorder tout azimut, hein, mais il fallait tenir compte des contraintes excessives qui pouvaient peser sur les organisations. Mais le but de l'accommodement raisonnable, c'est de favoriser l'intégration d'une personne qui aurait des pratiques différentes de la majorité, hein, quand même, de la rendre confortable dans sa manière de croire, mais aussi l'accommodement raisonnable concerne les femmes enceintes, c'est d'ailleurs là que la notion a commencé dans le droit du travail, et d'autres particularités, hein, les handicaps par exemple. Alors, les religions au Canada demeurent influentes, les religions historiques, mais à la différence de l'Europe, on est moins méfiant à l'égard des petits nouveaux mouvements religieux que vous appelez très sectaires en Europe, sans doute à cause de cette influence nord-américaine de l'innovation religieuse, hein, depuis en particulier
tout au long du 20e siècle, mais depuis en particulier les années 50, 60, l'innovation religieuse a eu toutes sortes de rôles publics qui nous ont rendus moins défiants à l'égard de ces petits mouvements considérés comme très sectaires en Europe. Alors, je termine rapidement. Au Québec, la première mention de la notion de laïcité, c'était laïcité ouverte. C'était à l'école, mais ça s'est très peu parlé. Ensuite, je vais vite là-dessus, ça a été endossé par la commission Bouchard-Taylor, mais ensuite, et je termine pour vous dire qu'on oscille au Québec entre neutralité et laïcité, je vais vous dire pourquoi. Regardez, on a eu plusieurs projets de loi successifs pour baliser un peu les accommodements raisonnables, la neutralité chez les fonctionnaires, ce que vous aviez fait en France déjà dans les années 80. Et sans entrer dans le détail des projets de loi, ce que je peux vous dire, c'est que les partis plus identitaires nationalistes préfèrent le concept de laïcité. Pour eux, le concept de laïcité conforte un espace national identitaire où on régule la visibilité du religieux. C'est intéressant. Alors que le concept de neutralité est plutôt favorisé par le parti, il faut dire libéral, plutôt fédéraliste, hein, qui a un rapport différent à la diversité. C'est comme s'il y avait l'influence de la France républicaine d'un côté, puis du Royaume-Uni un petit peu plus diversifié de l'autre. Hein. Il n'y a pas que ça, mais quand un parti est au pouvoir, pouf, le terme laïcité revient. Et le dernier projet de loi qui bannit les symboles religieux pour certaines fonctions publiques, hein, les fonctionnaires qui exercent un rôle plus coercitif, eh bien, c'est le fait d'un gouvernement plus nationaliste qui a préféré le concept de laïcité, donc pour établir une sorte de dynamique identitaire plus unitaire. Alors, tiens, pour vous reposer un petit peu, voici notre fameux crucifix de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il a été retiré. Hein, lors de la commission Bouchard-Taylor, le gouvernement avait unanimement, parti d'opposition au pouvoir, voté pour le maintien du crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale de Québec, hein, provincial. On est dans le gouvernement, on est ici au niveau du gouvernement provincial, mais il a été retiré dans le projet de loi 21 par l'actuel gouvernement plus républicain, nationaliste, qui a favorisé le concept de laïcité. Alors, je termine rapidement par la fixation sur le symbolique. J'ai dit, c'est un petit peu du coq à l'âne, mon affaire, mais il y a une certaine logique. Hein, c'est pour vous montrer d'un contexte à l'autre les logiques qui sont à l'œuvre hein, dans le rapport de la diversité religieuse. C'est un peu ça le propos. Quand j'ai comparé les commissions, j'ai comparé la Belgique, l'Angleterre, la France, le Québec et puis quelques autres pays, j'ai comparé la réception médiatique. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on a trouvé. J'ai comparé Stasi, ça peut vous sembler bien loin, mais j'ai ajouté aussi ensuite d'autres commissions qui sont venues après. Mais quand on lit le rapport Stasi, même s'il date de plus de 15 ans, il demeure très d'actualité. Les assises de l'interculturalité en Belgique, Taylor 2008, tout ça, ça se faisait à peu près dans les mêmes 10-15 ans, là, ces interrogations. Et voici ce que ça donne. Regardez. Tous ces rapports qui ont été produits, et c'est encore le cas, là, quand ça se produit, mais il y a eu une sorte de période où ces rapports sur la diversité religieuse étaient produits, avaient la particularité d'être très abondants en idées. Ils avaient beaucoup de recommandations. Le rapport Stasi recommandait d'instaurer des instituts d'études islamiques, ils avaient des phrases très positives sur la diversité, ils avaient plusieurs dizaines de recommandations. PAREC, que vous avez sous les yeux, ne portait pas sur la religion, mais c'était sur l'identité britannique. C'était un livre de 300 pages. Bouchard-Taylor, c'est 300 pages. Où ce que je veux dire en vous disant tout ça, c'est qu'en dépit d'une production très abondante d'idées,
c'était des projets de société qui étaient proposés dans ces commissions. Les assises de l'interculturalité, près de 100 pages. L'opinion publique, la réception médiatique, c'est centré uniquement sur les symboles religieux. C'est extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, Stasi, qui est maintenant décédé, avait dit à ses homologues belges qui allaient entrer dans le même exercice autour de 2010, il dit « Faites attention, essayez d'éviter que les médias et l'opinion publique et les partis d'opposition se centrent uniquement sur le port de symboles. » Bien, ça n'a pas marché. Alors, regardez, au Royaume-Uni, livre de 300 pages sur toutes sortes d'aspects de l'histoire britannique, de la diversité, etc. Une seule phrase a été retenue par les médias et ça fait complètement déraper la réception. C'était la Britishness qui était questionnée pour avoir une identité plus diversifiée. Et regardez, 44%, c'est sur la Britishness dans la couverture médiatique. Et puis le reste, c'est l'identité. Même chose en France, regardez, un rapport d'à peu près 80 pages, Stasi. Regardez, les symboles religieux, c'est 66% de la réception médiatique. Et puis, le reste, c'est les jours fériés. Hein? Est-ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte? Là, il y a eu une petite chicane de dernière minute là, lors de la parution. C'était identitaire aussi. Jour férié, ça a pris toute la place. Ensuite, Assise Belgique, regardez, symboles religieux, 62%. En fait, tout ce qui attire l'attention, c'est ce qui a une charge symbolique, calendrier national et autres aspects, identité. Ce qu'il y a derrière, finalement, les grands débats publics sur la diversité, l'hypersensibilité, c'est autour de l'identité nationale qui se sent menacée par des symboles religieux étrangers, par le questionnement de calendriers nationaux qui conserveraient des traces d'héritage historique et ainsi de suite. Alors, les conclusions de ma comparaison, si vous voulez, de la réception médiatique des commissions, c'était ça. C'était cette réception très étroite des commissions dans les débats publics. C'était comme un goulot d'étranglement. Vous savez? C'est comme si le parti La France Insoumise produisait un rapport de 250 pages à soumettre à l'opinion publique en France, puis l'opinion publique se crispait uniquement sur une recommandation qui a un enjeu symbolique. Alors là, vous seriez très frustré, vous direz hey, « on a travaillé des mois là-dessus, on soulève plein d'enjeux, puis vous ne parlez que de ça. » C'est exactement la même chose qui s'est produite. Petit nombre de recommandations discutées et appliquées. Donc, c'est comme un répertoire de thèmes répétés en boucle. Hein? Et le reste, bon, je n'entre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais on a analysé plusieurs aspects des commissions. Mais ça, c'était pour moi la découverte la plus déterminante. Et au Québec, ça a été similaire. La commission Bouchard-Taylor, certes, a généré des débats très riches, mais les projets de loi qui ont suivi, tout ce qui était discuté, c'était toujours les symboles. Le port des symboles, le visage couvert, etc. Alors, tout se crispait autour du symbolique. Très intriguant. Hein? Cette fixation sur le symbolique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'était une question parmi d'autres qui était soulevée. Alors, pourquoi s'être centré autour de cela? C'est très intriguant et ça continue d'ailleurs, hein? C'est encore le cas. Alors, donc, l'hésitation entre laïcité et neutralité religieuse au Québec, elle est présente, hein? C'est pour votre information, et j'espère avoir réussi à pointer quelques facteurs qui entraînaient une certaine différence dans le rapport avec la diversité religieuse. Vous excuserez un petit peu l'abondance d'informations que je vous ai données. Donc, dans ce livre qui est en langue anglaise, on va dans le détail des commissions et de leurs comparaisons chez Routledge, que j'ai dirigé avec Patrice Brodeur. Ça, c'est un livre en français sur la commission Bouchard-Taylor, mais j'ai invité des gens de plusieurs pays à venir discuter un peu des enjeux similaires qu'ils avaient connus. Donc, il y a une antenne internationale dans ce livre. Et ça, c'est le rapport sur la radicalisation et les médias. Vous pouvez le trouver en ligne. Si vous tapez mon nom, radicalisation, vous allez arriver sur le site du Fonds québécois de recherche sur la culture et puis vous allez pouvoir le télécharger facilement. Et je vous remercie. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas enterré
d'informations et je vous remercie d'avoir écouté cet exposé. Alors, je vais arrêter. Voilà. Merci beaucoup, Solange. Vous avez dit, quand on s'est réunis pour se présenter, qu'on pouvait s'appeler par nos prénoms et vous m'avez appelé Madame Benoît tout le long. Donc, je vais passer à votre prénom. Et vraiment, je crois que vous avez eu une très bonne image à la fin en disant que si la France insoumise produisait des centaines de pages et on s'arrêtait sur une question, ça nous arrive tout le temps. Nous écrivons beaucoup et une petite phrase va prendre des proportions incroyables dans les livres. Et c'est ce que j'ai trouvé de fascinant en écoutant des entretiens, en lisant vos articles, effectivement, cette fixation sur les symboles religieux. On en a parlé juste avant que vous commenciez, qui semble être transnationale. Alors, nous avons plusieurs questions que nous avons regroupées. Un premier bloc, je vous les lis, je vais prendre ma respiration, elles sont longues, mais vraiment intéressantes. On dit parfois, donc la première, on dit parfois que la laïcité à la française est le résultat de plusieurs siècles de débats avec l'autorité du Vatican, de sorte à ce que la laïcité française serait en fait la composante d'une volonté de souveraineté. À l'époque de la mondialisation, certains voient un relent de cette même recherche de la souveraineté nationale. Que pensez-vous de cette proposition? Dans le même bloc de questions, la droite et l'extrême droite évoquent souvent la théorie dite du choc des civilisations. Ils indiquent que la réponse à ce prétendu choc serait un renforcement des règles de la laïcité. Que pensez-vous de leur raisonnement? Et dernière question pour ce premier bloc. Vous avez établi une distinction passionnante entre croire c'est faire et croire c'est intérioriser. Certains parlent parfois de religions transcendantes et de religions immanentes. Comment la laïcité peut s'adapter à ces différentes conceptions du rôle de la religion dans la vie de tous les jours? J'ai le sentiment qu'on pourrait passer du temps sur ces trois questions. Oui, ce sont des questions difficiles. Si j'ai mal compris, vos interlocuteurs pourront préciser, oui, vous écrire. Le premier sur la souveraineté nationale. En fait, je crois avoir dit quelque chose de similaire, donc je tendrais à dire que je suis d'accord que oui, ce sont des siècles d'histoire. Comme je le disais, David Martin, qui est un sociologue britannique de la religion, a comparé les sociétés plus marquées par le catholicisme avec les sociétés davantage marquées par le protestantisme et la mixité protestantisme et catholicisme. Et ce qu'il constatait, c'est que les sociétés très catholiques, comme la France, comme le Québec dans le Canada, comme l'Espagne, comme d'autres, généraient une sorte d'éthos dualiste, en quelque sorte. C'est comme à l'éthos catholique un peu totalisant, le catholicisme rêvant d'informer et d'imprégner toute la société dans ses dispositifs extrêmement élaborés d'organisation religieuse, sociale, etc. C'est comme si le catholicisme, dans ce réflexe totalisant, générait son opposé, un éthos laïque, avec toutes sortes de variantes, évidemment. Il y a un éventail de laïcité en France. Il y a des laïcs qui sont plus proches du religieux et à l'autre extrême, il y a des laïcs qui sont anti-religieux. Donc, il y a cet éventail, mais je serais d'accord si je comprends bien cette personne qui a parlé de la souveraineté nationale. Et à l'ère de globalisation, oui, il est vrai qu'il y a des nouveaux réflexes identitaires très intrigants, parfois inquiétants. La grande question, c'est la pertinence des nationalismes de type ethnique. Vous savez, c'est la grande question qui inquiète. Ça se manifeste de manière paisible dans plusieurs endroits du monde, mais dans plusieurs autres, ça peut être d'une très, très grande violence,
Alors, on ne veut pas perdre les particularités culturelles, mais en même temps, on veut être accueillant à un monde globalisé, à un monde de migration. C'est un grand dilemme et je crois que nous sommes tous engagés pour y réfléchir. C'est la réponse que je ferai à la première question. La deuxième, je vous dirais que je suis moins au courant de tous les discours de l'extrême droite. Il y a une grande variation au sein de l'extrême droite. Certains peuvent être proches du religieux, d'autres peuvent se réclamer de laïcité, c'est vrai, mais ça dépend. Ça dépend. Et puis, nous, en tout cas, les groupes qu'on a étudiés, mais ce n'est pas des groupes européens. Hein, ce qu'ils avaient en commun, par-delà les différences, c'était le suprémacisme blanc. Et c'était la peur de la disparition de la race blanche, ce qui les rendait très anti-migrants. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Ils se positionnaient moins par rapport à la laïcité, je dirais, comme telle, mais toute l'Europe a des dynamiques tout à fait spécifiques, à la fois similaires et spécifiques. Et là, vous parlez pour des pays européens ou bien pour l'Amérique? Pour l'Amérique. Pour l'Amérique. Oui, mon enquête portait sur l'Amérique. D'accord. Ce que je sais, c'est que l'extrême droite, d'abord, elle évolue très vite. Ah oui, c'est votre enquête sur la radicalisation. Oui, excusez-moi, c'est dans l'enquête sur la radicalisation que j'ai travaillé là-dessus. Mm-hmm. Et on avait de la difficulté à trouver beaucoup de points communs entre eux. Hein, il y a c'est ce qu'on appelle en sciences et religions une nébuleuse. Vous savez, ils ne sont pas tous sous le même chapeau, mais ce qui les rassemblait, c'était le réflexe anti-migratoire au nom de la protection d'une supposée race blanche. Hein. Alors, le positionnement par rapport à la laïcité était moins évident. Il y avait des athées parmi ces gens-là, mais il y avait des gens religieux aussi. Il y avait des gens même qui appartenaient à des mouvements catholiques d'extrême droite, là. Vous savez, des révisionnistes d'après le Concile Vatican II, là, pour ceux qui connaissent l'histoire du catholicisme. Alors, il y avait vraiment de tout au niveau des positionnements par rapport aux religieux. Le croire, c'est faire, ben oui, écoutez, moi, c'est une des distinctions les plus éclairantes pour moi personnellement, je dois vous dire. Que j'ai un plaisir intellectuel à réfléchir là-dessus, la différence entre orthopraxie, croire c'est faire, et orthodoxie. Et je dois dire que j'ai discuté de ça en cours parce que, vous savez, le projet de loi 21 sur la laïcité que le Québec essaie d'imposer, il est contesté. Notamment sous l'aspect de l'interdiction de porter des symboles religieux pour les enseignants à l'école, ce qui va de soi en France, depuis la Commission Stasi, depuis les années 2000. Mais chez nous, c'est en discussion. Hein. Et j'ai été experte à la Cour. J'étais à la Cour et on m'a fait beaucoup parler de ça. La distinction, parce que je l'ai mise sur la table, cette distinction entre croire, c'est faire, et croire, c'est intérioriser. Et c'est en particulier des Juifs qui m'ont expliqué ça. L'identité juive, elle peut être purement ce qu'on dit traditionnaliste, c'est-à-dire peu attachée à aller à la synagogue et tout, mais les repas, les fêtes, la mémoire d'événements bibliques fondamentaux. Et d'ailleurs, à un moment donné, avec des publics québécois, quand on discutait des accommodements raisonnables, j'ai projeté des extraits de la Bible pour voir un peu d'où nous venions. Hein, même s'il y a encore des pratiquants, des croyants, mais il y en a qui ont pris leur distance totale, comme en France, de tout cet héritage chrétien, évidemment. Mais écoutez, c'est séculaire, ça, cet héritage-là. Hein? Et la Bible, c'est un écrit qui a marqué beaucoup d'histoires nationales et beaucoup de trajectoires personnelles. Et à un moment donné, la grande critique de Jésus des pharisiens, c'est qu'ils se prennent pour d'autres parce qu'ils prient devant tout le monde, puis ils ont leur phylactère en public, puis ils sont très prétentieux. Hein? Il dit, vous priez votre Père dans le secret. Retirez-vous dans votre chambre. Voyez-vous, moi, je voyais dans ce passage quand même une sorte d'explication du fait que spontanément, plusieurs Occidentaux vont dire, la religion, c'est une affaire privée. Regardez, c'est ce que la Bible dit. Priez votre Père dans le secret.
Hein. Évidemment, la religion était très publique à cette époque-là. Mais il n'empêche qu'il y avait une critique de la religion dans l'Évangile qui critiquait une certaine visibilité de la religion. Un orgueil d'être religieux en public et de se croire extraordinaire. Alors, c'est intéressant de travailler sur ce qui nous marque et ce qui peut modeler nos opinions de manière parfois presque inconsciente. Hein, mais bon, enfin, je suis d'accord donc avec cette personne qui dit qu'il faut peut-être réfléchir à la manière de s'adapter aux divers éthos religieux. C'est plus que des manières ou des styles, hein, c'est des éthos religieux. C'est une manière d'être religieux qui est enracinée dans une histoire, une culture. Évidemment qu'il y a toujours des adaptations. Hein, il n'y a jamais rien de cristallisé. Hein, le religieux, c'est quelque chose qui s'adapte constamment, mais jusqu'à un certain point. Alors la question est, est-ce que la diversité religieuse, c'est une richesse ou si c'est quelque chose qu'il faut combattre? Hein? Et qu'est-ce qu'on doit repousser et qu'est-ce qu'on doit célébrer ou accueillir? Toutes nos sociétés actuelles, et c'est le cas aussi dans les grandes sociétés asiatiques, c'est pas seulement l'Occident, on est tous aux prises avec ces questions-là. Hein. Quand faut-il être généreux? Quand faut-il limiter? Hein? Alors, au Canada, souvent, c'est la question des droits qui règle la chose. Lorsque les droits d'autrui sont menacés, on limite. Mais sinon, on n'est pas supposé limiter. Hein, grosso modo. Hein. Très bien, merci. Alors, peut-être que la question suivante est justement dans la lignée de ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que l'on accepte? Qu'est-ce que l'on limite? Mais d'une manière un peu différente, et je la lis. Quel est votre avis sur la place de la science et de la philosophie dans les débats sur la laïcité? N'y a-t-il pas un manque criant d'enseignement des sciences et de la philosophie dans les cursus scolaires dès le plus jeune âge? À quel endroit? Alors là, bon, suivant où vous pouvez répondre. D'accord. Je ne sais Bon. pas si c'est au Québec ou en... Non, je n'ai pas le moyen de savoir d'où vient la question là, parce qu'il n'y a pas le nom de la... Ah, sur les réseaux sociaux en général, on me dit. Voilà, ah, d'accord. La personne n'a pas précisé. Bon, écoutez, c'est sûr que, en tout cas chez nous, au Canada, on essaie de... Alors que l'Europe a des traditions scientifiques absolument merveilleuses. Quand j'ai étudié à Paris, en France, puis j'ai voyagé en Europe quelques années, et ce qui me frappait beaucoup chez mes co-étudiants européens, c'était leur connivence avec leur grande tradition scientifique ou philosophique. Vous savez, mes amis grecs qui parlaient d'Aristote comme si c'était leur grand-père, mes amis italiens qui parlaient des grands mathématiciens de leur histoire comme si c'était leur arrière-grand-père, puis la France avec ses grandes figures, ses prix Nobel. Alors au Canada, on en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il faut... au Québec, on insiste de plus en plus depuis quelques années sur l'importance d'éveiller les enfants aux sciences. Alors, et la philosophie, on a maintenu l'enseignement de la philosophie, nous, dans les collèges, donc dans les degrés préuniversitaires, comme enseignements généraux pour tous. On est influencé par la France, d'ailleurs, là-dessus. Les médias sociaux. Écoutez, c'est compliqué cette histoire. Hein? Je ne suis pas spécialiste des médias numériques, mais à partir de mon enquête sur la radicalisation et les médias sociaux, donc j'avais 20 personnes qui travaillaient avec moi. Je dirigeais une équipe de 20 personnes, j'avais des politicologues, j'avais des journalistes, et ça a été passionnant. Donc, et j'avais une criminologue qui travaillait avec moi, psychologue et criminologue sur l'extrême droite. Alors, une de nos grandes découvertes, c'est qu'on a exposé des panels. Donc, on avait un outil en ligne pour avoir des panels comme dans un grand sondage, d'accord? À peu près 1500 personnes, ce qui est beaucoup au Québec, c'est un échantillon assez représentatif, ont été exposées à différents types de nouvelles portant sur la radicalisation.
Alors, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils lisaient le fil de la nouvelle, vraiment dans un contexte de médias social, et plutôt que de cliquer sur le lien pour aller lire la nouvelle en entier, ils ne s'intéressaient qu'aux commentaires. Il y avait une forte proportion, pas tous, là, mais une proportion assez importante pour qu'on dise « wow ». Et la crise des grands médias de masse, elle est sérieuse et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça très, très, très au sérieux parce qu'effectivement, les médias sociaux absorbent l'intérêt des personnes qui s'intéressent davantage aux commentaires de n'importe qui sur la nouvelle que de la nouvelle rapportée dans le détail avec la plus grande rigueur possible par les grands médias. Bon, évidemment, mais on a constaté aussi une politisation des grands médias. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que les médias sociaux devraient être utilisés pour diffuser des connaissances maximales. Je ne sais pas le plus grand nombre de connaissances rigoureuses possible. Alors, la question de la pandémie rend ça d'actualité, hein? Toute la méfiance à l'égard des vaccins, les gens s'emparent de ça comme s'ils étaient eux-mêmes des experts. Alors, il y a une crise de l'expertise qui est créée par les médias sociaux et il faut vraiment tenter de contrer cela. Ben voilà, donc je serais d'accord, mais on a sorti des chiffres, si je parle du Québec, là, vous savez qu'il y a encore de l'analphabétisme, hein? Parfois, on oublie ça, mais dans toutes les sociétés, il y a une proportion de gens qui ont de la difficulté à lire et à écrire. Alors, je ne connais pas la proportion en France ou aux États-Unis, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les médias sociaux s'affirment aussi dans des sociétés où il y a un problème de littératie. Alors, oui, l'éducation, c'est la clé. Voilà, donc je suis d'accord avec cette personne. Très bien. Et vous avez répondu pour le Québec et peut-être pour la France et les États-Unis. On ne parle même pas du niveau d'analphabétisme dans cette société. Vous n'en parlez pas, non? Non, on n'en parle pas, je veux dire, c'est tellement immense. C'est immense. Ah ben, écoutez, même quand on travaille, on enseigne dans des institutions prestigieuses, l'écart entre des étudiants suivant les lycées dans lesquels ils ont été est absolument extraordinaire. Ouais, alors, les médias sociaux fonctionnent avec l'image. Vous savez, je viens de terminer avec Mathieu Collin, qui est un étudiant qui est français, qui termine son doctorat. On a fait une étude dans le projet sur la radicalisation sur l'usage des mèmes. Vous savez, c'est cette petite caricature par l'extrême droite. Alors, ouais, l'image devient puissante. Alors, évidemment, il faut qu'on transpose nos stratégies d'éducation sur tous ces lieux nouveaux de diffusion. C'est difficile, par ailleurs. Hein, on est très littéraire, hein, les universitaires, Catherine. Mais oui, mais je découvre avec fascination que des étudiants ont une culture visuelle qu'on n'avait pas. Et maintenant, voilà. J'ai des film series, comme on dit en anglais, pour tous mes cours. Et donc, en plus des heures de cours, ils regardent des films et on discute un film, 2 heures de discussion. C'est incroyable, non? Donc, oui, c'est nouveau et le changement s'est fait ces 10 dernières années. Alors, une question. Suite à l'adoption de la loi confortant les principes républicains, beaucoup de commentaires favorables ont été transmis par des pays anglophones, justement sur les réseaux sociaux. Selon vous, comment interpréter ces commentaires? Est-ce que les pays anglo-saxons dériveraient, alors lesquels, les pays anglophones suivraient l'exemple de la France? On peut... Ça, c'est la loi récente qui a porté au début sur le séparatisme, là, oui, c'est ça? Oui. Ouf! Écoutez, j'ai suivi ça, moi, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, cette loi-là. Bon, il faudrait voir les messages, il faudrait voir quelles sont les félicitations. D'abord, il y a beaucoup de choses dans cette loi-là. Il y a ce avec quoi on est tous d'accord, c'est-à-dire la lutte contre la haine sur les médias sociaux.
le pauvre enseignant qui a été assassiné, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une sorte d'incitation sur les médias sociaux en dévoilant son nom. Hein? Alors ça, c'est une grande priorité partout, hein, d'éviter que des discours de haine sur les médias sociaux ne se retournent contre une personne. Hein? Alors, on est tous d'accord. Hein? Mais il y a beaucoup d'aspects de la loi qui sont très spécifiques au contexte français. Les lois d'association, par exemple, du début du 20e siècle, hein, comment elles sont appliquées pour certains groupes et pas d'autres. Mm-hmm. Comment le financement des cultes se fait, le grand problème réel de l'influence de l'Arabie saoudite dans le financement de certains courants intégristes voulant être contrés. Alors ça, il y a personne... Vous savez, je pense que la question du financement des cultes de l'étranger doit être pris au sérieux si c'est une influence qui est perverse, mm-hmm. évidemment. Alors, mais on ne trouve pas de telles lois associatives dans tous les pays. Alors, cette loi-là, elle porte sur beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi la religion à l'école, il y a les mariages forcés. Alors, on a des luttes similaires, la polygamie. Hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays occidentaux, je pense, qui... Vous savez, quand je disais qu'est-ce qu'on limite dans la diversité, moi, la limitation de la polygamie, c'est quoi que j'ai des collègues universitaires qui disent, ouais, ben, on permet d'autres types de pratiques dans nos pays qui sont similaires. Tu sais, alors là, mais en tout cas, la protection des jeunes femmes et de leur libre choix dans la question des mariages forcés, mm-hmm. c'est fondamental. Hein, et ça préoccupe tous les pays. Donc, de quoi parle-t-on? C'était moins sur les symboles religieux, cette loi. Hein, c'était plutôt sur une plus grande supervision des associations cultuelles ou en tout cas associations qui avaient une dimension culturelle. C'est ce que j'ai cru comprendre selon qu'on se rattachait à une loi ou l'autre du début du 20e siècle. Alors, c'est assez unique. Mm-hmm. C'est un peu comme les commissions dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une chose dans cette loi-là. Je ne sais pas de quoi votre réseau a le plus discuté d'ailleurs. Ce serait intéressant de faire une analyse de la réception de la loi. Je n'ai pas l'impression que ça a été univoque. Les groupes religieux ont réagi de telle façon sur un contrôle bureaucratique qui leur paraissait un peu trop important. Puis, le grand dilemme, vous savez, dans ces projets-là de loi, c'est que dans les pays occidentaux où on a une affirmation d'égalité entre les religions, ce qui est fondamental pour la laïcité, n'est-ce pas? L'égalité. Bien, si on formule une loi qui doit régler un problème au sein d'une religion ou avec une religion, inévitablement, ça concerne les autres religions. Hein? Alors, c'est toujours un peu compliqué. Hein? Oui. Alors, donc, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais écoutez, je ne suis pas une spécialiste de ce qui vous arrive en France dans les dernières semaines, mais si vous me dites, parce que j'ai insisté sur les différences entre pays anglo-saxons, vous savez, ou majoritairement catholiques et plutôt protestants, oui, il y a des différences, mais il y a des fibres similaires sur le plan de la défense de la démocratie, de l'égalité, de la liberté, évidemment, et de plusieurs enjeux communs regardant la dignité de chaque personne. L'égalité homme-femme aussi préoccupe tout le monde. C'est un enjeu qui est transnational. Alors, oui, il y a des spécificités, mais il y a beaucoup de défis communs. Dans ce que là, ce n'est pas une question, c'est moi qui commente sur ce que vous voulez dire, que quand ce qui vaut pour une religion devrait valoir pour d'autres. Et justement, quand on parle de laïcité en France, bien souvent, en fait, cette laïcité, c'est une laïcité catholique. Vous avez dit combien, en France, on finance les écoles privées, professionnelles, en fait, alors qu'en Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas. Et donc, ça montre bien... Oh non, mais attention, j'ai dit le patrimoine religieux.
Ah, vous avez dit le patrimoine religieux, oui, c'est vrai. Parce qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les faith-based schools, des écoles religieuses publiques. D'accord. Alors ça, ils financent même plus que la France. Bon, donc je me suis trompée dans mon compte. Alors, c'est tellement compliqué, tu sais, le fonctionnement, là, mais merci Catherine, parce que j'ai sans doute pas été suffisamment claire. Je parlais des édifices patrimoniaux. Hein? Les lieux de culte actifs en France reçoivent énormément d'aide de l'État. L'école, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Oui, mais il y a des écoles catholiques, là où j'ai été, qui sont financées par l'État, en fait. Je crois à une bonne proportion. Hein? Au Québec aussi, d'ailleurs, mais leur étiquette confessionnelle, ça, c'est une autre question. Parfois, l'étiquette confessionnelle demeure, mais à l'intérieur de l'école, la confessionnalité peut être assez affaiblie. Hein? Mais ça dépend. Pas nécessairement. Hein? Ça dépend de... Oui, mais alors oui, continuez, Catherine. Alors, on a 2 questions pour finir, peut-être une troisième, mais en tout cas, certains voient la laïcité comme un outil d'exclusion des minorités déjà fragilisées. Comment pensez-vous ce rapport entre minorité et laïcité? Une autre très grosse question. Oui. Mais je ne doute pas que vous allez donner l'essentiel in a nutshell en quelques minutes. Écoutez, ça dépend. Écoutez, oublions l'histoire chargée du terme de laïcité, hein, qui a quand même une matrice de ce qu'on appelle les 2 France, hein, de l'histoire des 2 France. Hein, les 2 États sont un peu concurrents dont je parlais. L'État laïque qui veut concurrencer un État catholique. C'est très, très, très particulier, très compliqué, puis je l'exprime de manière trop simple, en fait. Mais il y a plusieurs visions de la laïcité en France qui se côtoient. Hein, je crois, et c'est le cas partout. J'ai résumé grosso modo les choses au Québec en disant qu'il y avait une approche avec le concept de neutralité, une autre avec le concept de laïcité. Mais dans les faits, il y a un éventail de positions. Alors, il y a un certain type de laïcité qui peut être une sorte de projet national identitaire qui ne se nomme pas. Et on trouve ça un peu partout. Hein? L'étude des commissions, il y avait toujours un enjeu identitaire national derrière les positions sur la diversité religieuse. Mais ça ne se nommait pas nécessairement comme tel. Alors, on peut dire, on veut la laïcité, on veut un territoire neutre, on veut un territoire égal, hein? Et ce besoin d'égalité et de neutralité, il n'a pas de prétention identitaire. Hein? Mais on veut que les citoyens soient tous pareils. Alors, évitons de porter des symboles religieux pour affirmer cet espace commun laïque. Hein? La visibilité là, dont je parlais, qui est tellement importante en France. Alors, ça, c'est un type de vision de la laïcité en France. Mais il y a des intellectuels français qui ne voient pas les choses de la même manière, hein, qui prônent une sorte d'espace citoyen qui accueille les particularités identitaires et religieuses davantage. Donc, ça dépend. Alors, on pourrait peut-être plutôt poser la question, quel type de laïcité exclurait davantage le religieux? Mais on ne peut pas nier présentement que le religieux, sous certaines formes, génère beaucoup d'anxiété. Et c'est pour ça que je vous disais bien humblement qu'avec tout ce qui a été vécu en France, les difficultés historiques des dernières décennies, les dynamiques migratoires très particulières, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile. Comment réparer le rapport à l'autre? Ce serait peut-être ça la question. Ouais. Si on met de côté toutes nos positions, la laïcité, ça devrait être ci, la laïcité, ça devrait être ça, il faut légiférer, il faut dire, il y a un rapport à l'autre qu'il faut réparer. Mais comment le faire?
Alors, il y a des voix divergentes à ce sujet-là. Oui, et je crois que, oui, le rapport à l'autre, comment réparer ce rapport à l'autre, et en comprenant que ce ne sont pas tous les migrants, mais c'est le fait même qu'il y a une migration post-coloniale particulière qui génère cette anxiété. Et la dernière question, qui est vraiment en lien avec ce que vous venez de dire, Malraux a dit le 21e siècle sera spirituel, je crois que c'était religieux ou ne sera pas. Ouais. Il faut dire que nous sommes rentrés dans le 21e siècle avec notamment le 11 septembre 2001. Selon vous, est-ce que cet événement a joué un rôle dans la conception de la notion de laïcité par les gouvernements au pouvoir? C'est vrai, je ne sais pas si septembre 2001 à New York a marqué autant les Européens que nous, parce qu'il y a eu d'autres grands événements anxiogènes en Europe, hein, ou traumatiques, hein, des grands attentats là, dans la vie de plusieurs sociétés. Mais chez nous, ça a été un point de bascule, indéniablement. Et c'est vrai, c'est fou, je n'avais jamais fait le lien entre Malraux. La citation, je ne l'ai pas à l'esprit, là, mais c'est autre chose. Mais peu importe. Le 21e sera religieux ou pas? Oui, c'est comme la théorie du Big Bang. C'est un religieux qui avait parlé du Big Bang. Puis au début, c'était une blague, hein, cette affaire-là. C'est devenu la théorie officielle. Alors, la vraie phrase de Malraux, elle est loin, mais c'est celle qu'on répète constamment. Écoutez, chose certaine, le 21e siècle, c'est un siècle de grande ébullition où les religions doivent rendre des comptes. Hein? Mais ça, c'est l'histoire de l'Occident chrétien. Hein? Puis moi, je terminerai là-dessus peut-être. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est l'affaiblissement du procès entre société et religion. La dynamique occidentale, elle s'est bâtie là-dessus. Hein? Des tensions continuelles entre pouvoir religieux et pouvoir séculier, hein? Pouvoir laïque et pouvoir religieux. Et c'est dans ces tensions-là qu'on a avancé. Hein? La fusion entre les deux, c'est malsain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, si la religion s'affaiblit au point d'être marginalisée dans nos grandes institutions du savoir, par exemple, pour moi, on aboutit à une sorte de cléricalisation de la religion parce que les clercs, au sens général du terme, c'est-à-dire les autorités religieuses, s'approprient la réflexion religieuse parce qu'elle est repoussée dans les marges. Hein? Et alors que l'Occident a toujours conservé à la religion une place de débat, au cœur même des universités d'ailleurs. Et pour moi, la santé de nos sociétés, c'est dans ce procès réciproque. En ce moment, on a parfois l'impression que les religions ont moins à dire. Hein? Depuis 2001, c'est comme si le religieux était une menace. D'ailleurs, il y a eu une sorte d'explosion simultanée de grands problèmes. Les abus sexuels dans l'Église catholique, c'est un scandale énorme. Hein? Tout ça arrive en même temps, c'est très curieux. Hein? Et c'est comme si on se mettait à renoncer à la religion comme une ressource. Hein? Mais moi, je pense qu'il faut préserver ces lieux où les grands héritages et les innovations religieuses aussi ont une place pour questionner la société laïque et entrer en débat avec elle. Hein? C'est dans la conversation, me semble-t-il, que le futur se trouve. Alors, je pense qu'on ne peut pas rêver. Pour ceux qui rêvent d'éliminer la religion du monde, c'est une bataille à peu près perdue, hein? Même si les sans-religions augmentent. Moi, je me dis, le but devrait être de préserver la conversation critique entre religion et société. Hein? Ce que Paul Valadier, qui est un grand penseur français que j'aimais beaucoup, avait justement nommé sous forme de procès réciproque
entre société et religion au pluriel, société au pluriel, religion au pluriel. C'est ça qu'il faut préserver. Hein. C'est pas repousser les uns. Alors, c'est d'éviter le combat d'une totalité contre l'autre. La totalité laïque qui veut tout repousser et la totalité religieuse qui veut tout repousser. Hein, c'est ces deux entités-là qui... Et il faut essayer de... Bon, c'est peut-être un petit peu un ton moralisateur pour terminer, mais moi, en tout cas, c'est ma trajectoire intellectuelle. Et je constate qu'avec la peur du religieux, il y a un certain affaiblissement du discours critique des religions de l'extérieur ou de l'intérieur qui peut se produire. Hein? Mais il faut préserver ces lieux critiques réciproques entre religieux et société et c'est bon pour les religions et c'est bon pour les sociétés aussi, hein, d'être questionnés chacun dans nos aspirations de totalité. C'est ce que je dirais par rapport à cette question. Merci beaucoup. C'est une conclusion que je ne voyais pas venir et qui vraiment va nous ouvrir des pistes de réflexion et de discussion dans nos différents groupes sur les boucles Telegram. Et je crois qu'on va réécouter votre conférence maintenant. L'on voit où vous êtes arrivé avec... je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire par procès. Comment, si c'était la critique. De process, je disais, non, mais ça ne marche pas. Et c'est la critique, effectivement. La critique. Et plus il y a de critique... questionnement réciproque. De questionnement, ouais. Ouais. Plus la réflexion et notre intelligence grandit. En tout cas, ce que vous nous avez dit au début, que vous alliez nous inviter à suspendre nos postures, je crois que vous l'avez fait de manière extraordinaire pendant cette conférence, parce qu'on a plutôt, je pense, et les uns et les autres, des idées très précises et finalement très franco-françaises, sauf pour ceux d'entre nous, mais c'est la majorité d'entre nous qui vivent au Canada ou encore aux États-Unis. Vous avez mentionné le quartier dans lequel vous habitez. J'habite dans un quartier où sont parlées 162 langues. Donc le patrimoine religieux est absolument incroyable, du temple hindou à la synagogue, au temple protestant, à la mosquée. Et il n'y a pas de guerre de religion ou ethnique dans ce quartier, qui est celui d'AOC aussi, d'Alexandria Ocasio-Cortez. Et non seulement on a suspendu notre posture particulièrement française, mais alors en plus, je crois que vous nous avez amené à réaliser combien, quand nous parlons d'une laïcité universelle en France, en fait, elle est bien contextualisée et c'est bien une laïcité particulière et pas du tout universelle. Il n'y a rien de tel qu'une laïcité universelle. Chaque pays la décline de manière différente et même dans un pays, on voit différentes déclinaisons. Donc, je voudrais vous remercier. Thibaut va prendre la parole vraiment pour la manière dont vous nous amenez à réfléchir un peu différemment sur des questions où nous avons, comme je disais, des positions assurées, mais où on cherche toujours à enrichir nos savoirs, précisément par ce cycle de conférences. Merci Solange Lefebvre. C'est très gentil. Merci. J'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir discuté directement avec les gens. On a demandé à certains si vous voulez venir. Mais avec vous, quand même. Mais moi, je ne faisais que rapporter des questions. Très bien. Vous pouvez rester avec nous encore un petit moment. Thibaut va conclure et peut-être qu'on pourrait se parler 2 minutes de plus. D'accord. Merci. Alors, je ne savais pas que j'avais prévu une conclusion. Ah, mais écoutez, c'est peut-être un quiproquo, mais écoutez, je pense que la meilleure des conclusions, c'est évidemment un remerciement, Solange Lefebvre, d'avoir pris, je pense, cet après-midi ensoleillé pour pouvoir nous parler de ces questions qui sont quand même des questions importantes et complexes, puis qui, en tous les cas, animent les débats en France de manière assez importante ces derniers temps. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ce que Catherine a dit, à savoir qu'on va devoir la réécouter pour vraiment comprendre tout ce qui s'y est dit, c'est assez vrai.
Mais en tous les cas, merci beaucoup, Madame Lefebvre. Alors, on va couper maintenant la diffusion en direct. Et voilà. Alors, merci à vous. Merci.